Ce soir-là, j'ai compris que mon mariage n'existait plus. Pas à cause d'une dispute, ni d'une trahison, du moins pas encore. Non, tout a commencé avec une simple blague. Une phrase dite devant nos amis, un rire qui a glacé la pièce, et mon cœur avec « T'imagines Gabriel faire quelque chose de spontané ?» avait lancé Rose, un verre de vin à la main. Tout le monde avait ri. Moi aussi par réflexe. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé net. Je m'appelle Gabriel, j'ai 35 ans. Cela faisait 7 ans que j'étais marié à Rose. 7 ans d'amour, de projets, de promesses. Et depuis quelque temps, 7 ans d'épuisement silencieux. On s'était rencontrés à Lyon, au détour d'une soirée entre amis. Elle m'avait fasciné. Libre, vive, drôle, lumineuse, j'étais l'analyste financier un peu sérieux, elle la consultante en marketing pleine d'idées. On se complétait, du moins je le croyais. Les premières années, tout semblait parfait. On travaillait dur, on voyageait, on riait beaucoup. Puis, sans que je m'en rende compte, quelque chose s'est éteint entre nous. Petit à petit, notre couple est devenu administratif. On partageait un appartement, pas une vie, les repas du soir se faisaient en silence, chacun scotché à son téléphone. Les « je t'aime » s'étaient transformés en « tu passes à la boulangerie ». L'intimité, elle, s'était réfugiée dans les souvenirs. Une fois par mois, par habitude, on se retrouvait au lit, sans passion, sans regard, comme pour se prouver que nous étions encore mariés. Rose avait changé, ou peut-être que c'est moi qui n'étais plus à la hauteur de ce qu'elle attendait. Elle avait commencé à me lancer des piques, déguisées en plaisanterie. « Tu bosses trop, t'es devenu chiant. T'as vu comment tu t'habilles? On dirait un prof de maths. Ah, c'est vrai, toi, t'aimes pas t'amuser ?» Des petites phrases qui paraissent anodines, mais qui, jour après jour, creusent un vide. J'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de parler. Mais chaque tentative se transformait en reproche. Si je disais que je voulais lever le pied au travail, elle me reprochait de manquer d'ambition. Si je rentrais tard, elle me disait que je ne faisais plus attention à elle. J'étais coincé. Prisonnier d'un paradoxe, travailler pour lui offrir le confort qu'elle aimait tout en détruisant le peu de liens qu'il nous restait. Rose adorait notre maison à Saint-Cyr, la voiture de luxe, les week-ends à Annecy, les restaurants étoilés. Elle disait aimer la belle vie. Moi, je finissais par croire qu'elle aimait surtout ce qu'elle représentait. Je me tuais à la tâche pour tout maintenir. Les heures sup, les contrats de dernière minute, les week-ends sacrifiés. Je pensais que c'était ça, être un mari responsable, assuré. Tenir debout, même quand on s'effondre à l'intérieur, mais elle ne voyait rien. Pas une fois, Rose n'a reconnu le prix de mes efforts. Pas une fois, elle n'a relié le confort de sa vie à mes nuits blanches. Elle me voyait comme un décor, utile, stable, prévisible. Et plus je m'épuisais, plus elle me méprisait. Il y a un an, tout a empiré. Les blagues sont devenues cruelles. Elle se moquait même de ma virilité devant les autres, comme si l'humilier était devenu un jeu. Ce soir-là, quand elle a ri de moi devant nos amis, j'ai senti une colère froide me traverser. Pas celle qu'on exprime, celle qu'on garde, qui s'enracine, qui prépare quelque chose. En rentrant, elle m'a dit « Mais détends-toi, c'était pour rire ». Je l'ai regardée longtemps et j'ai répondu calmement « Tu sais Rose, un jour, tu riras moins ». Elle a levé les yeux au ciel, agacée. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce jour-là, c'était le début de la fin. Après ce soir-là, j'ai compris une chose. Avec Rose, toute tentative de dialogue était une bataille perdue d'avance. Quand je lui disais que ses blagues me blessaient, elle levait les yeux au ciel. « Gabriel, t'es trop sensible. Détends-toi un peu. C'est de l'humour, pas une attaque. Et puis si tu veux que je me moque moins, sois un peu plus drôle. » J'ai fini par me taire, par encaisser. Chaque remarque, chaque rire à mes dépens, je les avalais comme des pilules amères. Je me disais que ce n'était pas grave, que ça passerait, que c'était juste une mauvaise phase. Mais la vérité, c'est que je m'éteignais à petit feu. Puis, un samedi soir de juin, tout a basculé. Nos voisins organisaient leur barbecue annuel, c'était devenu une tradition dans la rue. Des guirlandes lumineuses suspendues dans les arbres, de la musique, des rires, l'odeur du charbon et des grillades. Rose adorait ce genre de soirée. Elle avait passé la semaine à choisir sa robe, à parler du menu, à me dire qu'on devait sortir un peu de notre routine. On est arrivé vers 18h. Le jardin était déjà plein, une quinzaine de personnes. Je reconnaissais les visages familiers, voisins, amis d'amis, couples qu'on croisait à la boulangerie. L'ambiance était détendue, chaleureuse. J'ai pris une bière, discuté travaux et taux d'intérêt avec le maître de maison. Des conversations banales, rassurantes. Pendant ce temps, Rose virevoltait de groupe en groupe, verre de vin à la main, éclatant de rire un peu trop fort. Plus la soirée avançait, plus les langues se déliaient. Un des voisins, déjà bien entamé, lança une discussion stupide sur les célébrités qu'on aimerait avoir sur une île déserte. Tout le monde joua le jeu en riant. Puis, dans un éclat d'alcool et d'insouciance, il tourna la conversation vers Rose. « Et toi, Rose, oublie les stars. Si tu pouvais échanger ton mari contre quelqu'un ici ce soir, tu choisirais qui ?» Les rires éclatèrent. Tout le monde s'attendait à une pirouette, un trait d'humour tendre. Mais Rose, elle, n'a pas hésité une seconde.
Elle a baladé son regard sur la foule, un petit sourire en coin avant de s'arrêter sur un type du quartier. Lucas, grand, charmeur, célibataire. Facile, dit-elle. J'échangerai bien Gabriel contre Lucas. Lui, au moins, il a l'air d'être vraiment bon au lit. Le silence a été immédiat. Certains ont ri, gênés. D'autres ont détourné le regard. Moi, je suis resté figé, la bière à la main, le cœur battant dans ma poitrine comme un tambour. Ce n'était pas seulement une blague de mauvais goût, c'était la cruauté dans sa voix, la façon dont elle me regardait en le disant, comme si elle voulait que tout le monde sache qu'elle le pensait vraiment. Ce n'était pas la première fois qu'elle me rabaissait, mais c'était la première fois qu'elle le faisait publiquement en me comparant à un autre homme devant nos amis, nos voisins, des gens qu'on croiserait encore, qu'on saluerait dans la rue. Les secondes ont paru interminables, alors, calmement, sans hausser le ton, je me suis tourné vers elle et j'ai répondu « Tu n'auras pas besoin d'échanger, Rose. Lucas est tout à toi, s'il est prêt à payer l'hypothèque, les factures et à supporter ton attitude. » Le silence s'est abattu. On aurait pu entendre le crépitement du barbecue à l'autre bout du jardin. Lucas, blême, s'est raclé la gorge, fuyant mon regard. Rose, elle, est restée pétrifiée quelques secondes. Son visage a changé plusieurs fois, surprise, gêne, puis ce petit rire nerveux qu'elle utilise quand elle ne sait plus comment reprendre le contrôle. « Oh allez Gabriel, détends-toi, c'était juste pour rire. » Je n'ai rien répondu, parce qu'à cet instant, ce n'était plus une histoire de plaisanterie. C'était une humiliation, publique, froide, calculée. Et au fond de moi, quelque chose venait de se fissurer pour de bon. « C'était juste une blague, Gabriel. Tu vas pas encore faire une scène pour ça ?» J'ai hoché la tête lentement. « Oui, bien sûr, juste une blague. » J'ai pris une gorgée de ma bière et je me suis tourné vers un autre voisin pour lui reparler de son projet de rénovation, comme si de rien n'était. Mais tout le monde sentait que quelque chose s'était brisé. L'ambiance légère du barbecue avait disparu. Les rires sonnaient faux, les regards évitèrent le mien. Peu à peu, les gens ont commencé à ranger leurs assiettes, à prétexter qu'ils devaient partir plus tôt. Rose, elle, est restée du côté de ses copines du quartier, riant encore trop fort, évitant soigneusement mon regard. Moi, j'ai continué à sourire mécaniquement, à parler de tout et de rien. Mais à l'intérieur, je sentais une fissure profonde. Ce qu'elle avait dit, ce n'était pas qu'une pique de plus. C'était le révélateur d'une vérité que je refusais de voir. Rose ne me respectait plus, peut-être depuis longtemps. Je passais mes semaines à travailler, à me lever à l'aube, à rentrer éreinté, tout ça pour lui offrir la vie qu'elle voulait. Une belle maison, une voiture de luxe, des week-ends à Deauville, un confort sans faille. Et en retour, des moqueries, du mépris, une humiliation publique. Ce soir-là, en souriant à ses amis pendant qu'elle me ridiculisait, Rose m'avait en réalité montré ce qu'elle pensait de moi. Un fournisseur, pas un mari, un homme remplaçable, nous sommes rentrés vers 22h, 2 minutes de marche à peine depuis la maison des voisins. Mais ces 2 minutes ont paru interminables, aucun mot, juste le bruit de nos pas sur le trottoir et ce silence lourd, presque suffocant. À peine la porte d'entrée refermée, Rose s'est retournée brusquement vers moi, les yeux chargés de reproches. « Non mais, tu te rends compte de ce que t'as fait ? Tu m'as humilié devant tout le monde. » J'ai posé mes clés doucement sur la console. « Je t'ai humilié ? Oui, avec ton commentaire sur les factures, les hypothèques. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais une profiteuse. Je l'ai fixé, calmement. « Rose, tu as dit publiquement que tu m'échangerais contre un autre homme et que tu pensais qu'il serait meilleur au lit, devant nos voisins. Et c'est moi qui t'ai embarrassé ?» Elle a levé les mains, excédée. « Mais tout le monde plaisantait, c'est toi qui dramatises tout. T'es tellement susceptible que ça en devient étouffant. » J'ai senti la fatigue me tomber dessus. Pas celle d'une journée de travail, celle de plusieurs années à encaisser sans broncher. Le respect, Rose, ce n'est pas une option, ce n'est pas une blague. Tu ne peux pas me rabaisser publiquement et ensuite me reprocher de ne pas trouver ça drôle. Elle a croisé les bras. T'exagères, c'était qu'un commentaire. J'ai secoué la tête. Non, ce n'était pas qu'un commentaire. C'est devenu ta façon de me parler depuis plus d'1 an. Une petite pique ici, une remarque là. Toujours avec le sourire, toujours pour rire. Elle a pris une expression froide, presque calculatrice. « J'ai jamais rien exigé de toi, Gabriel. » Cette phrase m'a frappé. « Rien exigé ? Tu râles à chaque fois que je propose de réduire les dépenses. Tu veux la maison, la voiture, les voyages, mais tu refuses de voir ce que ça me coûte. Tu veux le style de vie sans le prix à payer. Et ce soir, tu m'as clairement montré ce que tu pensais de moi. Pas assez bien. » Son visage s'est durci, puis s'est détourné. Je me suis passé une main sur le visage, épuisé. « J'en ai assez, Rose. Je suis monté à l'étage, elle m'a crié « Tu vas où ?»« Me coucher. » Et j'en ai fini avec cette conversation. Dans la salle de bain, je me suis arrêté devant le miroir. Le visage que j'ai vu m'a presque fait peur. Cerne, épuisement, regard vide. J'avais l'air d'un homme qui s'était consumé à petit feu, qui avait tout donné pour quelqu'un qui n'en avait rien à faire. Et là, pour la première fois depuis longtemps, tout est devenu clair. Ce n'était pas juste la fatigue, ni une crise passagère. C'était la fin.
Et au fond de moi, j'ai su que je ne reviendrais pas en arrière. À partir de ce soir-là, tout est devenu limpide. Si Rose avait pu dire une chose pareille en plaisantant, c'est qu'il n'y avait plus rien à sauver. Le mariage était déjà mort, il ne restait que la façade. Et moi, trop occupé à bosser ou trop attaché à l'idée du couple parfait, je refusais de le voir. Maintenant, je le voyais, clair comme le jour. Les semaines suivantes, je me suis peu à peu effacé. Plus de disputes, plus d'efforts, juste un silence poli. Je rentrais du travail, je préparais un repas, parfois je commandais à emporter. On mangeait côte à côte, chacun dans son monde, elle sur Instagram, moi sur les infos, puis je montais dans mon bureau, la chambre d'amis transformée en refuge, et j'y restais jusqu'à minuit, sans qu'elle vienne jamais frapper à la porte. Rose a bien remarqué mon détachement, mais elle n'a rien dit. Peut-être que ça l'arrangeait, peut-être qu'elle préférait ce confort silencieux à l'inconfort de se remettre en question. Nous étions devenus deux colocataires polis, efficaces, vides. Je continuais à payer les factures, à bosser comme avant, mais la motivation n'était plus la même. Je ne travaillais plus pour nous. Je travaillais parce que c'était ce que je savais faire. Et parce qu'un homme, quand il tombe, garde au moins sa dignité. Un matin, en allant au bureau, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce. Un type calme, précis, habitué aux cas où les émotions coûtent cher. Je lui ai tout raconté, sans colère, juste les faits. Il a sorti un dossier, pris des notes, puis m'a expliqué: en France, le régime de communauté signifie partage équitable. Vos biens, vos économies, tout ce que vous avez construit ensemble sera divisé. J'ai acquiescé. Oui, je perdrai une partie de tout ça. La maison peut-être, les comptes d'épargne, une part de ma retraite, et sûrement un morceau de mon cœur. Mais rester me coûterait bien plus. Le peu de respect que j'avais encore pour moi-même. Alors je lui ai dit simplement: préparez les papiers, pas d'urgence. Mais préparez-les. 3 mois ont passé. 3 mois de cohabitation muette. Et puis, un soir, tout a basculé. Rose rentre du spa, toute sourire, elle se pose sur le canapé et commence à me parler de refaire la salle de bain. J'ai trouvé des idées magnifiques, du marbre, une baignoire autoportante. Tu verrais ça, ce serait sublime. Je l'écoute exposer son projet comme si de rien n'était, puis calmement: je ne paierai pas pour ça. Elle me fixe, surprise. Quoi? Pourquoi pas? On peut largement se le permettre. J'ai pris une respiration, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je demande le divorce, toute rénovation serait inutile. Le silence a explosé entre nous. Rose m'a dévisagé, la bouche entr'ouverte. Pardon? Tu plaisantes? Non, j'ai déjà consulté un avocat. Les papiers sont en préparation. Elle s'est levée d'un bond, furieuse. Tu es sérieux? À cause de quoi? D'une blague? C'était il y a 3 mois, Gabriel. Tu vas ruiner notre vie pour une phrase sortie de son contexte? J'ai gardé ma voix calme. Non, Rose, je ne ruine rien. Je mets fin à quelque chose qui était déjà détruit. Tu crois qu'on a dépassé cet épisode? Non. J'ai simplement cessé d'y croire. Son visage s'est empourpré. Tu veux dire que t'en as juste plus rien à faire? Exactement. J'ai arrêté d'essayer de te rendre heureuse, d'essayer de réparer. J'ai compris que je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne me respecte pas. Tu l'as dit toi-même. Tu m'échangerais volontiers contre quelqu'un d'autre. Je te prends au mot. Elle est restée là, figée, comme si les mots la frappaient un à un. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre, pas heureux, pas encore, mais libre. Alors c'est bon, Gabriel, tu es libre. Va trouver quelqu'un de plus excitant, de plus amusant. Sa voix tremblait entre la colère et le mépris. Elle voulait me provoquer, me faire reculer. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'au fond, elle avait raison sur un point. J'étais libre. Rose a continué à crier, prétendant que j'étais fou, que je jetais 7 ans de mariage pour une blague. Mais ce n'était pas une blague. C'était la vérité nue, déguisée en humour, et même si elle avait voulu y croire, le simple fait qu'elle ait trouvé normal de dire ça devant nos voisins suffisait à tout expliquer. Quand elle a compris que j'étais sérieux, sa colère a vacillé. Elle a essayé de négocier, de me convaincre de réfléchir encore un peu. Gabriel, on peut repartir à zéro, d'accord? On était juste dans une mauvaise passe. J'ai secoué la tête. Rose, j'essaie depuis 2 ans. 2 ans à me tuer au travail pour entretenir la vie que tu voulais pendant que tu me rabaissais. J'ai fini d'essayer. Son visage s'est décomposé, de la colère à l'incrédulité, puis à la panique. Tu veux dire que tu préparais ça depuis des mois? Oui, 3 mois exactement. J'ai pris mes affaires et je suis allé dans mon bureau. Je dormirai ici à partir de maintenant. Tu peux garder la chambre. On sera courtois jusqu'à la fin. Mais c'est fini. J'ai fermé la porte. Derrière, j'ai entendu Rose éclater en sanglots. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse. Juste une étrange forme de paix. Le divorce a duré 8 mois, plus long que je ne l'aurais voulu, mais paraît-il que c'est toujours le cas. Rose a engagé une avocate agressive qui a tenté de me dépeindre comme un mari froid et contrôlant. Sauf que j'avais tout. Les relevés bancaires, les preuves de mes revenus, les messages, les témoins du fameux barbecue. Le verdict a été clair, je n'ai pas tout gardé, loin de là. J'ai perdu la maison que Rose a rachetée avec un emprunt.
J'ai laissé près de 40% de mon épargne retraite et versé une prestation compensatoire pendant 2 ans. Financièrement, j'ai perdu beaucoup, mais j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté. La liberté de ne plus me tuer au travail pour quelqu'un qui ne me voyait même plus. La liberté de ne plus entendre ces petites humiliations quotidiennes déguisées en blagues. La liberté d'être enfin respecté, au moins par moi-même. Le divorce a été finalisé presque un an jour pour jour après ce barbecue. J'ai déménagé dans un appartement plus petit en centre-ville. Rien d'extravagant, mais c'était le mien. J'ai gardé mon emploi, mais j'ai changé ma façon de vivre. Je partais à 18h au lieu de 20h. Je ne répondais plus aux mails du dimanche. J'ai cessé de vouloir mériter la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Et peu à peu, quelque chose que j'avais oublié est revenu, le calme. En repensant à tout ça aujourd'hui, je comprends plusieurs choses. J'ai appris que le sacrifice sans reconnaissance n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Travailler sans relâche pour quelqu'un qui méprise tes efforts, ce n'est pas noble, c'est s'effacer. J'ai appris que les blagues révèlent la vérité. Ce que Rose a dit ce soir-là n'était pas une erreur de langage, c'était une confession. Les gens disent bien souvent ce qu'ils pensent vraiment quand ils se cachent derrière un « je plaisante ». J'ai aussi appris qu'on ne peut pas gagner le respect de quelqu'un qui refuse d'en donner. Peu importe les sacrifices, les preuves d'amour, les compromis, quand le respect est parti, il n'y a plus de base. Et enfin, j'ai compris que rester dans une relation vide par peur de perdre, c'est perdre 2 fois. On perd son temps et on perd soi-même. 7 ans de mariage, c'est long, mais ce serait bien pire de rester encore 7 autres années à espérer que quelque chose change. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ne ressens ni rancune ni regret, seulement la gratitude d'avoir eu le courage de partir. Avec le temps, j'ai compris quelque chose que je n'aurais jamais cru vrai. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un, c'est de partir, pas par colère, pas par vengeance, mais simplement parce que vous reconnaissez que vous méritez mieux que ce que vous recevez. Partir, ce n'est pas fuir, c'est se choisir. Pendant des années, j'ai cru que ma valeur dépendait de ce que je donnais, de ma capacité à subvenir aux besoins de l'autre, à travailler sans relâche, à tenir bon pour le bien du couple. J'avais lié mon identité à l'idée d'être un bon mari, un bon pourvoyeur, un pilier solide. Je pensais que tant que j'assurais, tout irait bien. Mais j'avais tort. Parce que donner, sans recevoir de respect en retour, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement. Le mépris de Rose m'a appris une vérité simple. Subvenir aux besoins ne suffit pas quand l'estime disparaît. Sans respect, même les plus beaux gestes finissent par perdre tout leur sens. Certains, en entendant mon histoire, m'ont dit que j'avais surréagi, que j'aurais dû laisser passer, essayer encore, proposer une thérapie de couple. Mais ces gens-là n'étaient pas là. Ils ne vivaient pas dans le silence pesant de notre maison. Ils n'entendaient pas le ton méprisant derrière les plaisanteries, ni la lassitude dans chaque soupir. Ils ne voyaient pas les heures, les week-ends, les nuits sacrifiées pour un sourire qui ne venait plus. Ils ne sentaient pas, jour après jour, le goutte-à-goutte lent du manque de respect, cette érosion invisible de l'âme. Non, ce n'était pas une blague de trop. C'était la révélation. Le moment où le masque est tombé. Le soir du barbecue, Rose n'a pas juste parlé sans réfléchir. Elle a dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas depuis longtemps. Et d'une certaine façon, je lui en suis reconnaissant. Parce que ce soir-là, entre 2 rires gênés et un verre de vin, elle m'a offert quelque chose que je n'attendais plus. La clarté, la lucidité brutale dont j'avais besoin pour comprendre que je vivais avec quelqu'un qui ne me voyait plus. Alors oui, ce fut douloureux. Oui, j'ai tout perdu. Une maison, une stabilité, une illusion. Mais j'ai gagné l'essentiel, moi-même. Aujourd'hui, je ne ressens plus de colère, seulement de la gratitude. Gratitude pour cette leçon, aussi rude soit-elle. Gratitude pour ce moment d'humiliation qui m'a libéré. Parce que parfois, il faut que tout s'effondre pour que la vérité puisse enfin respirer. Et la mienne, c'est celle-ci. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous respecter, mais on peut refuser de rester là où l'on ne l'est plus. Merci d'avoir écouté mon histoire. Gabriel,